Salut à tous, c'est Sam pour une nouvelle interview. Donc aujourd'hui avec un Français installé ici depuis Depuis plus de 20 ans. plus de À 20 Tokyo. ans à Tokyo, d'accord. Enchanté. Enchanté Sam. Merci d'être venu aujourd'hui dans ce magnifique parc de Hibiya, si vous ne connaissez pas, très sympa, pas loin de la gare de Tokyo. Et donc on va parler un peu de ton parcours. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous expliquer pourquoi tu es venu au Japon il y a 20 ans et jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu as fait tout ça? Très bien, on va essayer. On va essayer d'être concis. Alors, je suis venu au Japon en arrivant de Paris et c'était pour finir ma thèse. D'accord. J'ai eu la chance d'avoir une bourse du ministère de l'Éducation et de la Recherche du Japon. Et donc, j'ai pu finir ma thèse qui portait sur Clémenceau et l'Extrême-Orient. Donc thèse que j'ai soutenue à Paris, à Sciences Po Paris, et parallèlement à ces recherches universitaires, j'ai également pu exercer mon métier qui est celui d'enseignant. D'accord. Je suis professeur d'histoire-géographie et donc j'ai été détaché en tant que fonctionnaire au lycée français international de Tokyo, qui à l'époque ne s'appelait pas ainsi, il s'appelait le lycée franco-japonais de Tokyo, et j'enseigne encore aujourd'hui, et c'est un bonheur pour moi d'enseigner aussi bien à des collégiens de 6e ou de 5e qu'à des lycéens qui préparent le bac, parce que on voit tous les âges, on voit ces jeunes évoluer, et on est là pour faire de notre mieux dans leur apprentissage. D'accord. Alors c'est intéressant ce que tu dis, parce que le lycée international, c'est ça? Oui. Français. Donc on en entend souvent parler et j'ai beaucoup de questions de familles qui veulent s'installer au Japon. Et on dit lycée, mais en fait c'est pas que le lycée, tu viens de dire qu'il y avait des collégiens. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cet établissement, c'est de quel âge à quel âge, et c'est ouvert à qui, un peu comment ça fonctionne? Alors c'est un lycée qui a été fondé en 1967, Ok. on l'appelait à l'époque la petite école française, et aujourd'hui on est scolarisé dans ce lycée en fait de la maternelle à la terminale, donc au lycée. C'est vrai que ça fait sourire quand des écoliers disent « moi je suis au lycée », alors qu'ils n'ont pas l'âge officiellement d'être au lycée, mais on reprend le terme générique de lycée pour parler donc de cette institution qui est installée à Tokyo après 3 déménagements et surtout qui s'est étendue. Aujourd'hui, on a 1600 élèves dans ce lycée et une majorité d'enfants franco-japonais, à l'image de notre communauté française au Japon, très métissée, avec bien évidemment des frais de scolarité qui sont élevés parce que c'est une école internationale. C'est la moins élevée en termes de coûts par rapport aux écoles américaines, britanniques ou allemandes. Il y a peut-être juste l'école indienne qui est moins onéreuse, mais dans le système français, selon ses revenus, on peut bénéficier de bourses scolaires, et ça c'est vraiment une chance que les autres pays ne peuvent pas offrir à leurs ressortissants. Donc il y a des enfants qui sont boursiers à 100% et les quotités font que les parents ne payent pas la scolarité. Alors c'est pas la majorité, certains ont des quotités à 50%, à 20%, c'est en fonction du revenu du foyer, c'est en fonction du patrimoine immobilier, mobilier. Parfois c'est difficile pour la classe moyenne parce que voilà, elle touche trop mais elle n'est jamais dans les bons barèmes. Malgré tout, bon, c'est un système qui est là, perfectible, c'est certain, pour introduire plus de justice sociale. Et ce qui est vrai à Tokyo est vrai aussi à Kyoto, puisqu'il y a un lycée français international de Kyoto qui a une trentaine d'années, qui compte 300 élèves de la maternelle à la terminale. Donc voilà un panorama de l'enseignement français dans les 2 grandes villes du Japon, mais il y a aussi d'autres écoles qui enseignent le français. On peut penser à l'école internationale franco-japonaise de Tokyo. Ensuite, il y a des associations, mais on en reparlera notamment avec un spécialiste du sujet, des associations qui enseignent le français à des enfants franco-japonais qui ne sont pas donc scolarisés dans le système français, qui sont en système japonais ou dans un système international. Et cette association type qui s'appelle Association français langue maternelle existe au Japon. Voilà le complément pour que le français reste une langue de lien au sein de la famille et entre l'enfant franco-japonais et sa famille de France. D'accord, ok. Et des questions un peu concrètes dans ce lycée, alors c'est peut-être une question bête, mais j'imagine que tous les cours sont en français. Est-ce qu'il y a des cours de japonais?
Comment ça se passe? Alors il y a eu une évolution. Au départ, c'était vraiment un lycée français transplanté en Asie avec très peu de cours de japonais. Aujourd'hui, il y a 2 sections internationales, une section internationale japonaise, une autre américaine, où on enseigne donc la littérature japonaise ou anglo-saxonne, d'un côté l'histoire ou la géographie, et ça se fait dans les 2 langues avec un programme qui est partagé. Donc ça, c'est une évolution intéressante qui permet aux élèves soit ensuite d'intégrer le système japonais parce qu'ils ont un niveau de japonais suffisant, ou un établissement anglo-saxon au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni par exemple, ou tout simplement revenir en France, où de plus en plus d'universités aussi donnent des cours en langue étrangère. Donc c'est un peu une petite tour de Babel, ce lycée français de Tokyo, où on entend parler anglais, japonais, français dans les couloirs. L'espagnol, l'allemand sont également enseignés. Voilà, c'est un fonctionnement qui est plutôt satisfaisant, mais il faut toujours penser à cette langue française qu'il est difficile d'entendre ici au Japon, et il faut maintenir un équilibre entre la langue maternelle, qui peut être du reste paternelle aussi, et l'aspiration à la vie que l'on se voit avoir au Japon ou non. Il y a vraiment des choix qui sont importants à faire pour des familles. Est-ce que finalement la place de mon enfant est dans un système franco-japonais, ou au contraire que dans un système japonais pour en apprendre mieux encore les codes ou la langue? Après, c'est à chacun de se déterminer, mais en ayant toujours la possibilité d'interroger à Kyoto ou à Tokyo ou ailleurs des responsables, des enseignants, des cadres de l'éducation nationale pour avoir au moins les réponses à leurs questions. Et une autre question toute bête, mais ce lycée français, les vacances, ça fonctionne comme en France? Il y a des zones, il y a le baccalauréat, il y a le brevet, c'est exactement comme en France? C'est exactement comme en France, avec un calendrier qui est calqué sur celui de l'Académie de Montpellier. Et il y a les vacances d'automne, d'hiver, etc., avec un rythme qui est celui de la France, c'est-à-dire donc rentrer en septembre, et la sortie de l'établissement après le brevet ou après le lycée au mois de juin. Très bien, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais dire sur le lycée franco-japonais ou le lycée international français? Voilà. Ex-franco-japonais. Oui, il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est celui de l'addiction aux écrans et aux réseaux sociaux que l'on voit alors chez les adultes, mais aussi et surtout chez les enfants. On a aujourd'hui des élèves qui alors c'est pas propre au lycée de Tokyo ou de Kyoto, c'est de manière générale des lycéens qui peuvent passer en moyenne jusqu'à 5 heures sur les écrans, enfin devant les écrans. Alors ça peut être bien sûr professionnel, même si toutes les épreuves se passent encore avec le stylo et avec la feuille de papier. Donc l'usage bien sûr de l'ordinateur, c'est une entrée vers la modernité, mais il ne faut pas oublier les fondamentaux que sont l'écriture. Donc quand je parle d'une addiction aux écrans et aux réseaux sociaux, c'est inquiétant parce qu'il y a des conséquences pour la santé. La santé mentale, souvent il y a une dévalorisation chez les jeunes quand ils voient ce que les autres font, publient, et ils regardent leur propre vie et ne se trouvent pas à la hauteur. C'est particulièrement vrai chez les jeunes filles qui sont très très consommatrices des réseaux sociaux et donc se dévalorisent souvent en voyant ce que les autres sont censés faire. Ou ce que les autres montrent mais qui sont loin d'être la réalité. Exactement. C'est retouché, c'est monté. Exactement. Vous connaissez. Et avec beaucoup de temps passé à essayer de se présenter de la meilleure des façons. Alors l'estime de soi est importante, mais il ne faut pas que ces réseaux sociaux justement l'altèrent. Bien sûr. Donc la prise de conscience, elle est générale. La santé mentale, je viens d'en parler. Les questions aussi de troubles de la vue avec la myopie qui se développe. L'addiction, y compris la nuit, pour savoir ce qu'un tel a posté, ce qu'on a répondu à tel commentaire. Donc tout ça entraîne une grande distraction, un manque de concentration que l'on voit en classe de plus en plus. Et j'appelle le smartphone, le portable, une arme de distraction massive. Et c'est là où le gouvernement a pris la décision de
généralisé une mesure qui s'appelle portable en pause, c'est-à-dire l'interdiction effective, dès que le collégien entre dans son établissement, d'avoir le smartphone allumé et à la main ou dans une poche, et de l'avoir soit rangé dans des casiers, soit avec lui, mais dans un système de pochettes que je vais vous montrer. Ce sont donc des pochettes fabriquées en France, et il s'agit, quand l'élève entre dans son établissement, de ranger le smartphone, donc que l'on va éteindre au préalable, on le glisse, et puis système de fermeture qui permet voilà, de bloquer. Un peu plus haut, comme ça on voit bien. D'accord, il y a une fermeture, ok. Voilà. Ok. Donc l'avantage pour l'élève, c'est qu'il garde toute la journée de cours ce téléphone, et si à un moment il a besoin de contacter ses parents, il va à la vie scolaire, on réouvre la pochette, il passe son coup de fil ou il envoie son message, et puis ensuite il repart en cours et il laisse cette pochette dans le fond de son cartable. Donc ça le rassure parce qu'il garde quand même une proximité avec l'objet, les ondes ne passent pas, ça ne dérange pas le cours puisqu'il n'y aura plus de notifications ou d'appels que les élèves parfois peuvent se passer entre eux pour se faire des blagues, et quand ils quittent l'établissement, eh bien, ils passent devant des tables où ils font passer leur téléphone dans la pochette. Ils réouvrent avec ce système d'aimant codé, avec des codes secrets que les élèves ne peuvent pas avoir. Et puis, voilà, ils regardent les 50 messages qu'ils ont pu recevoir pendant le laps de temps du cours. Mais au moins, pendant le temps du cours et le temps scolaire, ils ont davantage interréagi avec leurs amis. Ils ont pu parler, jouer aux cartes, ils ont pu lire sur des livres papier. Exceptionnellement sur des liseuses, ça peut être accepté parce que c'est de la lecture, mais il s'agit vraiment de mieux utiliser cet outil qui est à la fois formidable mais qui peut être terrible dans ses conséquences. D'accord, donc ça c'est utilisé, c'est en place déjà au lycée français? Alors pas encore, il y a une expérimentation qui est faite et il faudra décider si cela se fait ou pas. En France c'est obligatoire. D'accord, en France ça existe déjà? Ça existe déjà. Et en France, il y a des collectivités locales comme les départements qui peuvent aider à ce genre de mise en place. Mais actuellement, il y a un débat parlementaire sur justement l'interdiction des smartphones au collège, mais surtout au lycée. Quelle est la marge de liberté qu'on laisse aux adolescents? Donc on aura bientôt une réponse législative. Mais sans attendre ça, il y a des établissements dans le monde qui sont passés au zéro smartphone. Je pense notamment au lycée Vauban au Luxembourg. Et ça a complètement radicalement changé l'ambiance de cet établissement selon la proviseure avec qui j'ai pu échanger ou des enseignants. Donc on essaye à Tokyo d'être un peu à l'avant-garde sur cette nécessaire adaptation aux technologies modernes. D'accord. Une dernière question. Tu as parlé tout à l'heure de système de bourse. Il faut que les personnes intéressées qui regardent la vidéo, par exemple, qui ont le projet de venir s'installer au Japon avec des enfants, elles doivent contacter directement le lycée français. Est-ce que ça passe par l'ambassade? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors il y a effectivement une information qui est faite par le lycée, que ce soit celui de Tokyo ou de Kyoto, pour annoncer le calendrier des bourses, à quel moment retirer un dossier, puis le déposer, quelles sont les pièces justificatives qu'il faut absolument produire. Pour ça, le consulat et ses agents aident les familles. En amont, ça peut être aussi les associations de parents d'élèves. Et puis ça peut être toute personne qui est dans le milieu. Moi-même, il m'arrive de conseiller des parents. Donc il y a 2 sessions qui permettent, si le dossier est retoqué, de faire une nouvelle demande avec de nouvelles pièces justificatives. D'accord. Et le lycée, il est situé où à Tokyo exactement? Alors il est situé plutôt dans le nord de Tokyo, dans un endroit qui s'appelle Takinagawa. Et il dépend de l'arrondissement de Kitaku. Donc c'est un ancien établissement scolaire japonais qui a été racheté partiellement par l'État français et qui est loué pour certains terrains de sport. Ça a été une belle décision prise puisque le premier lycée historique était dans le quartier de Iidabashi. C'est ça, j'étais resté là encore, je pensais que c'était Iidabashi. Mais à l'époque, il fallait pousser les murs, donc il y avait vraiment une grande difficulté pour le développement de ce lycée. Le tremblement de terre de 2011 n'a pas enrayé ce développement, au contraire. Et aujourd'hui, on est donc à 1600 élèves avec des perspectives dans les années futures plutôt intéressantes et rassurantes. Mais cela représente un coût. Le foncier au Japon, on le sait, est particulièrement onéreux, à Tokyo plus encore.
mais parce qu'il y a l'État qui est à la tête d'une fondation qui gère le lycée à Tokyo, eh bien, il y a cette assurance d'avoir malgré tout un soutien permanent. J'ai parlé d'un séisme. Bien sûr. Heureusement qu'après le séisme, il y avait l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, qui est une agence gouvernementale, pour aider ce lycée qui sinon aurait mis la clé sous la porte. D'accord. Donc les frais de scolarité sont chers, ce sont les parents qui y contribuent majoritairement. Mais ce sont eux aussi qui ont fait ce lycée, qui est aujourd'hui un beau campus, où les élèves sont heureux et où les taux de réussite sont de 100% au baccalauréat et de 98% au brevet. Beaucoup d'élèves aussi qui ont des mentions, beaucoup d'élèves qui partent dans différents systèmes universitaires, et ils sont acceptés parce que leurs dossiers sont très bons ou bons, mais aussi parce que la réputation des lycées français à l'étranger est quand même parmi toutes les nations qui ont ce dispositif parmi les premiers. Et là, récemment encore, il y a eu un classement où le lycée français international de Tokyo se plaçait en 6e position internationalement. Donc c'était quand même un beau résultat. Effectivement. Et j'avais dit dernière question, mais il y a encore une question. Tu as parlé tout à l'heure, il y avait beaucoup d'enfants métis franco-japonais. Oui. Est-ce qu'il y a des enfants aussi japonais 100% ou français 100%? Alors il y a une restriction pour les enfants japonais parce que, en principe, ils doivent aller dans le système japonais, mais si leurs parents ont connu une expatriation et si l'enfant a été à un moment ou l'autre scolarisé en système francophone ou anglophone, on les autorise à aller vers les écoles internationales. D'accord, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Il y a à peu près 10% d'élèves japono-japonais. Quand même, ok. Ce qui est, alors ça dépend des périodes, mais c'est à peu près cet étiage. Et ce sont des enfants qui sont complètement bilingues, bien évidemment. S'ajoute maintenant à peu près 40 à 50% d'enfants franco-japonais. Donc, comme je le disais, on arrive à une majorité franco-japonaise ou japonaise au lycée. D'accord, ok. Très bien. Merci beaucoup pour tous ces infos sur le lycée français. Ça, c'était super intéressant. Et maintenant, on va revenir un peu à toi, personnellement. Est-ce que tu as fait autre chose ou que tu fais autre chose maintenant, en plus de ce poste d'enseignant ? Alors effectivement, je suis chercheur associé à l'Institut français de recherche sur le Japon, qui est un organisme dépendant à la fois du CNRS et du ministère des Affaires étrangères français. C'est un institut qui est hébergé à la maison franco-japonaise, dont on vient de fêter les 100 ans l'an dernier, et qui est un centre permettant à des chercheurs comme moi, en parallèle de mon travail d'enseignant, eh bien, de poursuivre avec des collègues japonais ou français. Donc je travaille beaucoup sur les relations franco-japonaises, notamment dans le domaine culturel. Et j'essaye à mon niveau d'être un modeste acteur de ces relations, soit dans le domaine mémoriel. Je travaille beaucoup sur les Français qui nous ont précédés, qui étaient souvent des marins, des soldats qui, parce qu'ils servaient dans des zones souvent dangereuses au niveau de la santé, eh bien venaient au Japon se faire soigner, puisque le système médical japonais a été très tôt vraiment efficace et moderne, ce qui fait qu'on a plus de 200 marins, la plupart du temps, inhumés en terre japonaise, et pas pour des raisons de combat. Il y a eu quelques frictions au moment du changement du système shogunal au système impérial, mais à part ces quelques morts dans les mini-conflits japonais et français, ce sont des gens qui ont trouvé un dernier accueil dans cette terre hospitalière du Japon. Donc ce sont des gens que l'on oublie très souvent, leur nom s'efface sur les tombes quand il y a des tombes, et c'est un de mes chevaux de bataille que de ne pas oublier ce passé. Par ailleurs, je travaille beaucoup sur l'histoire de l'art entre la France et le Japon. C'est un peu un jardin secret, mais que j'essaye de rendre public pour que tout le monde puisse en profiter. Je fais quelquefois des conférences sur ces sujets-là. Et j'essaye de transmettre ma passion du Japon à d'autres. Je reçois beaucoup de messages de gens qui rêvent de venir au Japon ou de travailler sur l'histoire de ce pays. Donc j'essaye de rendre à d'autres ce que ce pays m'a donné. D'accord. Donc même après toutes ces années ici, tu te sens toujours bien ici? Pas de projet de retour en France? Tu comptes rester ici? Je me sens de mieux en mieux ici, mais je ne fais pas ce que parfois certains commettent, à savoir le France bashing, qui est de dire rien ne va dans le pays, etc., qui peuvent avoir une fenêtre peut-être trop
trop orienté sur ce qui ne va pas. Bien sûr, il y a des difficultés dans notre pays, mais il y a aussi des réussites. Et quand on voit cette communauté française au Japon, elle n'est pas partie de France parce que c'était la catastrophe en France et qu'ils se sentaient bridés. Ils sont partis parce qu'ils avaient envie d'une expérience internationale et qui, à un moment ou l'autre, profitent à la France. Ces va-et-vient entre France et Japon sont nécessaires à cette relation qui est forte. Et moi, je vois ça positivement. Moi, je n'ai pas quitté la France parce que j'étais malheureux dans ce pays, au contraire. Et quand je peux y retourner, parce qu'on a nos familles, nos amis, et on est tous souvent d'une terre, d'une région, moi c'est l'Occitanie, eh bien on est heureux de ce lien avec la France. Nous parlons français, tu as créé une chaîne qui parle justement de ces vies croisées, Bien sûr. et il faut continuer à être des Français internationaux. On a souvent fait le reproche aux Français par rapport aux Anglo-Saxons, aux Allemands, de ne pas sortir de leurs frontières, et quand ils sortent de leurs frontières, on dit « Ah ben vous voyez, vous abandonnez le pays » ou « c'est parce que c'est horrible ». Donc non, il y a des difficultés dans les deux pays, il y a aussi de formidables opportunités dans ces deux nations, et j'apporte ma petite pierre à ces échanges. D'accord, très bien, très bien. Donc de quelle façon est-ce que tu apportes ta pierre à ces échanges, donc avec tes conférences et avec ton travail actuel? Est-ce qu'il y a autre chose aussi? Oui, depuis 2014, il y a eu une réforme qui, au niveau de la représentation des Français de l'étranger, a créé un mandat qui est celui de conseiller consulaire. On dit maintenant conseiller des Français du Japon. Il y en a 4 au Japon, et ces 4 élus portent la voix des Français auprès de l'administration française dans ce pays, donc l'ambassade, les 2 consulats, consulat de Kyoto et celui de Tokyo. Et pour tout autre problème lié à l'administration française en France, les conseillers sont là donc pour soutenir, appuyer, essayer de démêler parfois des problèmes importants que peuvent connaître nos compatriotes. Être conseiller des Français du Japon, c'est aussi siéger dans ce qu'on appelle le conseil consulaire avec les diplomates, avec des personnalités qualifiées, et puis avec nous-mêmes. C'est important parce que on parlait de l'éducation, ce sont ces conseils consulaires qui décident de l'attribution des bourses et qui prend les avis pour prendre ou essayer de prendre la meilleure des décisions. Donc je faisais récemment un point sur le mandat de conseiller consulaire où très souvent ces conseillers sont membres du conseil d'administration, du conseil d'établissement, du lycée en l'occurrence français de Tokyo ou celui de Kyoto, et on arrive en un an à 16 réunions pour préparer ces questions liées à l'éducation. Bon, c'est le cœur de la communauté. Les expatriés en général choisissent le système français. Ce n'est pas le cas de tous les Français du Japon qui, pour des raisons économiques ou pour des raisons de choix ou des raisons géographiques, n'étant pas à proximité d'un lycée français, eh bien, choisissent le système japonais. Donc, dans ces réunions, on parle beaucoup de la jeunesse franco-japonaise et des Français tout simplement. On est aussi saisi de demandes d'aide sociale. Et enfin, on peut octroyer des subventions aux associations qui existent dans ce pays. Il y en a beaucoup. Sur le site de l'ambassade de France, on peut trouver un onglet avec toutes les associations qui existent là. Et ce tissu associatif, c'est un peu une marque française, hein. C'est les lois de 1901 qui ont permis ces associations. Donc, tout ça pour dire que ce mandat est un beau mandat. Il pourrait être comparé à celui de maire ou d'adjoint au maire, puisque d'une certaine façon, c'est quand même l'ambassade qui garde la main. Mais on travaille en bonne intelligence, et tous les 6 ans, il y a une élection dans tous les pays où il y a des communautés françaises. Et ces Français, donc, ils sont 433 à devenir conseillers des Français de l'étranger. Il y a 77 qui sont des grands électeurs, et les 510 personnes dont je viens de parler votent aussi pour le choix des sénateurs des Français de l'étranger. Il y en a 12 et eux ont une circonscription internationale, donc ils viennent de temps en temps au Japon pour essayer de résoudre certains problèmes, s'occuper un peu du bilatéral, mais surtout travailler dans l'intérêt des Français expatriés. Donc prochainement, il y aura des élections, ça sera les 3e élections consulaires qui se dérouleront au Japon pour désigner 4 conseillers, et quelles que soient les différences politiques ou géographiques qui peuvent exister entre ces conseillers, ils sont là pour travailler la main dans la main pour la communauté française. D'accord.
Et est-ce que tu peux dire, ces élections auront lieu quand et qui peut voter? Est-ce que tous les Français qui résident au Japon peuvent le faire? Est-ce qu'il faut être inscrit sur le registre des Français? Alors Comment ça se effectivement, passe? il faut non seulement être sur le registre des Français, mais il faut être aussi sur ce qu'on appelle la liste électorale consulaire. D'accord. Donc là, beaucoup de communication a été faite pour que les Français s'inscrivent ou se réinscrivent, mettent à jour leurs coordonnées. Là maintenant, c'est terminé et pourront voter donc ceux qui ont déjà reçu une information comme quoi ils sont bien sur le, non pas registre, mais Ouais, sur la liste la électorale liste, ouais. consulaire. La tranche des élections, de la participation par vote électronique, ça c'est une grande chance que nous avons. Les Français peuvent voter à distance, donc Ah, ok. celui qui sera à Ouais, ouais. Hokkaido ou qui sera Ouais, à voilà. Gifu n'aura pas besoin de venir à l'ambassade de France D'accord. ou au consulat de France de Kyoto, où il y aura quand même des bureaux de vote, des urnes à l'ancienne. D'accord. Ah, Donc ok. ça sera le 31 mai que les gens Ok. voteront à l'urne, traditionnellement. Mais une semaine auparavant, du 22 mai au 27 mai, il y aura la possibilité de voter à distance par voie numérique et c'est une chance que ce vote électronique qui est très sécurisé. D'accord. Donc j'encourage vraiment nos compatriotes à voter D'accord. et puis à suivre le résultat de ce vote. D'accord. Et encore deux questions, il y a plein de choses intéressantes en fait. Si un Français est installé ici, il voit cette vidéo et il souhaite contacter un conseiller, comment est-ce que ça se passe? Il faut aller sur le site de l'ambassade? Oui, il faut aller sur le site de l'ambassade, il y a un onglet vos représentants et D'accord. il y a nos adresses courriels. Ok. Et à ce moment-là, on nous contacte et nous répondons, moi-même, mais aussi les 3 autres conseillers, D'accord. ou tous ensemble, on aime bien la démarche collective. Donc n'hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour vous représenter et pour vous aider. Et écoutez aussi vos idées, vos propositions pour améliorer cette représentation française au Japon. D'accord. Est-ce que vous avez des domaines de compétences? Alors, on parlait beaucoup de l'éducation, donc pour la scolarisation des enfants au lycée français notamment. Est-ce que, par exemple, si on a un souci par rapport, ça fait pas mal d'actualité, la garde des enfants ou un divorce, des choses comme ça, est-ce que vous êtes compétent ou est-ce que vous pouvez réorienter, donner des conseils, des adresses de personnes qui peuvent aider? Compétents, nous essayons de l'être, sinon nous nous tournons vers des personnalités qualifiées, notamment il existe au Japon, et c'est une chance depuis 11 ans, l'organisme local d'entraide et de solidarité qui s'appelle l'OLES, qui est une association qui aide, et même une fondation de droit japonais maintenant, qui aide les Français en difficulté. Donc ça peut être des prêts qui sont accordés, ça peut être des conseils donnés par des personnalités qualifiées. Les conseillers des Français du Japon siègent dans l'OLES. Il y a aussi, vous en parliez, le drame que vivent des parents français, généralement des pères, quand ils sont privés de l'accès à leur enfant. Donc nous faisons à notre niveau et de manière discrète ce que nous pouvons sur ce dossier. Il y a la question des aides sociales. Une fois par an, on se réunit pour réévaluer les aides sociales qui sont accordées à ceux de nos compatriotes qui n'ont pas les moyens et qui sont vraiment dans des situations précaires. Donc ils peuvent être aidés tout en vivant au Japon. D'accord, ça c'est bon à savoir, je ne savais pas du tout, moi c'est la première fois que j'en entends parler, alors que ça fait quand même longtemps que je suis là. J'espère que cette vidéo donnera l'information, donc que vous soyez concerné ou pas, n'hésitez pas à partager, parce que en habitant au Japon, on reste français, et c'est important et c'est rassurant de savoir qu'il y a des conseillers et qu'il y a des choses qui sont faites pour aider. On peut dire de la France qu'elle a un régime qui est une république sociale et qu'elle est interventionniste, que l'État est interventionniste au profit de ses administrés. Alors c'est bien sûr plus difficile à l'étranger parce qu'il n'y a pas les collectivités locales comme la région, le département, les municipalités. Donc tout repose sur l'État et l'État n'a pas toujours les moyens, donc il faut en chercher ailleurs. L'OLES a été créé pour cela. Et il y a enfin un dossier qui nous est cher ensemble au Japon, c'est la question du vieillissement, vieillir au Japon. D'accord. Beaucoup de gens, parce que ce sont des couples mixtes, ou parce qu'ils ont fait leur vie ici, souhaitent rester jusqu'à la fin dans ce pays. Et là, il y a un vrai chantier à ouvrir et on espère que ces élections et que le résultat de ces élections permettra de le faire parce que nos aînés qui ont été des pionniers dans la relation franco-japonaise, qui ont créé des entreprises, qui sont venus travailler dans différentes branches,
ces aînés-là le méritent, et nous, qui sommes encore plus jeunes, mais ça ne va pas durer, devons vraiment penser à eux et essayer de trouver la bonne voie ou les bonnes voies pour continuer à vivre et vieillir en paix au Japon. D'accord, très bien, très bien. Bien, ben, merci beaucoup. Alors, on a parlé beaucoup de l'actualité des Français installés au Japon, le lycée français, tout ça. Mais c'était très intéressant parce qu'on n'en a jamais parlé sur la chaîne. En tout cas, moi, c'était la première fois. Je ne sais pas si d'autres chaînes en ont parlé. Donc, j'espère que ça sera utile pour tout le monde. Merci beaucoup pour toutes ces informations super utiles. Merci Sam. Et puis, si tu es d'accord, je mettrai sous la vidéo ton adresse email ou le lien pour contacter les conseillers. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Si là le temps il passera, ou sinon il y aura ses coordonnées et toutes les infos sur tout ce dont on a parlé. Merci beaucoup. Merci encore. Salut à tous. Merci.